de la responsabilité du fait des satellites et des fusées qu'on va plus généralement désigner comme la responsabilité du fait des objets spatiaux, puisque satellites, fusées rentrent dans cette catégorie que j'ai tenté de vous définir de l'objet spatial, c'est-à-dire cet objet qui a vocation à être lancé dans l'espace extra-atmosphérique et à évoluer dans l'espace extra-atmosphérique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le lancement de Sputnik en 1957, les activités spatiales ont connu une expansion spectaculaire. On est passé de l'exploration scientifique à une utilisation intensive de cet espace extra-atmosphérique pour les télécommunications, la navigation, la météorologie, et même bientôt peut-être le tourisme spatial. Et au départ, ces activités, elles étaient le monopole des États, je dirais même le quasi-duopole en fait, des États-Unis et de ce qui était à l'époque l'URSS. Et aujourd'hui, elles sont devenues de plus en plus le fait des États et voire même d'opérateurs privés. Et donc, cette démocratisation des activités spatiales pose aujourd'hui de nombreuses difficultés, des enjeux juridiques cruciaux, parce que si les activités spatiales ont élargi nos horizons, en juillet 2024, l'Agence européenne de l'environnement spatial dénombrait près de 34 000 objets spatiaux de plus de 10 cm qui gravitaient autour de la Terre, parmi lesquels moins de 10 000 sont des satellites encore opérationnels. Donc ça signifie que tous les autres sont en fait des objets non fonctionnels, désignés comme des débris spatiaux, donc ce qui donne un nombre qui a augmenté en une dizaine, enfin qui a doublé en une dizaine d'années de débris spatiaux présents dans l'espace, et qui donc accru les risques de chute sur la Terre, mais aussi risques de collision avec d'autres objets spatiaux ou avec éventuellement des aéronefs. Et c'est comme ça que l'été dernier, la Station spatiale internationale a été mise en alerte puisqu'il s'est désintégré un satellite russe qui était pourtant désactivé depuis 2021. Et donc voilà les risques auxquels nous sommes confrontés dans l'espace, voire sur Terre, lorsque le ciel nous tombe sur la tête. Donc dès lors, la question, c'est de savoir qui est responsable lorsqu'un objet spatial, donc entendu comme l'objet construit par l'homme et ses accessoires, à savoir son lanceur et les éléments de ce dernier, est destiné à être utilisé dans l'espace extra-atmosphérique, cause un dommage. La réponse à cette question, elle n'est pas forcément évidente parce que le régime de responsabilité applicable va révéler certaines particularités. Et les particularités, elles sont relatives au fait que l'espace extra-atmosphérique est un espace international. En fait, il faut d'ores et déjà comprendre que l'espace extra-atmosphérique obéit à toute une série de principes qui ont été... Voilà, ne voilà pas très doué, c'est bon. Toute une série de principes qui ont été dégagés relativement tôt en droit international, parmi lesquels se trouve principalement le principe de non-appropriation. L'espace ne peut faire l'objet d'une appropriation d'aucune souveraineté nationale. Et de ce principe de non-appropriation découle un principe de libre utilisation, c'est-à-dire que les États peuvent librement l'utiliser et ainsi propulser des objets spatiaux à condition d'en assumer la responsabilité. Car dès la fin des années 60, les États ont effectivement pris conscience des risques inédits que devait susciter l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique et la nécessité d'offrir une réponse à ceux qui en subiraient les conséquences et qui seraient ainsi sacrifiés sur l'autel de la science. Mais cette confrontation a des risques d'une nature exceptionnelle. Si elle n'était pas inédite, elle était dans un contexte qui l'était plus. En effet, elle s'opérait dans un contexte de guerre froide et d'une crainte que pouvait représenter la conquête du cosmos pour la paix et la sécurité internationale. Et c'est pour cette raison que des divergences sont nées entre les États, alors principalement entre l'URSS et les États-Unis, et qui ont donc conduit à consacrer pour la première fois sur le plan international, alors en tant que civiliste, ça ne vous choquera peut-être pas, mais en tant qu'internationaliste, sachez que c'est le seul régime qui existe comme ça, à consacrer une responsabilité objective, donc même sans faute, alors on dira sans fait illicite pour les États, puisque la notion de faute, on ne la connaît pas, mais sans responsabilité pour fait illicite, c'est-à-dire purement objectif des États, pour les dommages corporels et matériels qui seraient causés aux tiers. Donc les tiers, ce sont toutes les personnes, sauf les participants à l'opération spatiale, à l'exclusion aussi des ressortissants de l'État responsable, et donc tous ces dommages matériels et corporels qui seraient causés par des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
quand bien même ceci aurait été le fait d'opérateurs privés. C'est-à-dire que c'est une grosse exception à la règle selon laquelle un État n'est pas responsable du fait des activités des personnes privées. Et donc, ce régime devait reposer sur une présomption selon laquelle toutes les activités opérées dans l'espace seraient le fait de l'État qui aurait procédé ou fait procéder ou tenté de procéder, là c'est les cas où ça n'a pas trop marché, au lancement des objets concernés ou dont le territoire ou les installations auraient servi à procéder à ce lancement. Bon. Ah, c'est là, d'accord. Voilà. Et donc, la particularité de ce régime est d'introduire en fait un double régime de responsabilité. En distinguant les dommages qui sont subis sur Terre et dans l'espace aérien. Sur Terre, c'est un objet spatial qui tombe dessus. Dans l'espace aérien, on envisage l'hypothèse d'un objet spatial qui rentre en collision avec un aéronef. On distingue ces dommages avec ceux qui seraient causés dans l'espace extra-atmosphérique, ce qui est en fait un cas de collision entre un objet spatial et un autre objet spatial causant des dommages à cet objet spatial ou aux personnes qui se trouveraient à l'intérieur de cet objet spatial, ce qui en fait donc le regard du droit à un engin spatial. Il y a des petites distinctions. Dans le premier cas, la responsabilité de l'État sera objective. Elle sera donc recherchée, même sans fait illicite. Dans le second cas, en revanche, la responsabilité sera recherchée pour faute, fait illicite, ou pour faute des personnes dont il doit répondre. Donc on voit qu'on a deux régimes selon l'espace dans lequel on se situe. Le seul cas dans lequel ce régime, l'État se trouverait exonéré, c'est devant la preuve d'une faute intentionnelle de la victime, mais celle-ci ne sera pas retenue s'il apparaît que l'opération spatiale, donc le lancement de l'objet spatial par l'État, s'est fait de manière contraire au droit international général. Ce qui est visé particulièrement, c'est de manière contraire à la Charte des Nations Unies. Là, on envisageait en fait, de manière sous-entendue, une militarisation et un recours à la force dans l'espace qui est purement interdit, ou alors de manière contraire aux principes qui régissent l'espace extra-atmosphérique. La particularité de cette responsabilité, puisque c'est l'État qui est responsable, c'est qu'elle ne s'exerce pas devant les juridictions. En fait, c'est une responsabilité qui passe uniquement par des voies diplomatiques. Une personne subit un dommage, eh bien, soit son état de nationalité, soit l'état sur le territoire duquel elle a établi sa résidence permanente, soit l'état sur le territoire duquel elle a subi le dommage, pourra exercer ce qu'on appelle en droit international public une protection diplomatique à son égard, si bien que l'État va se considérer comme si le dommage avait été subi par lui-même et demander auprès de l'État de lancement réparation pour le dommage subi par la victime. Et donc, dans cette hypothèse, on peut voir survenir une certaine difficulté, c'est celle, si l'État refuse, est-ce que la victime, puisque c'est un exercice purement discrétionnaire, l'État peut refuser d'exercer cette protection diplomatique, est-ce que la victime bénéficie d'une voie d'action directe? Eh bien, en réalité, oui, parce que cette convention, elle a été établie sans préjudice de la possibilité pour les victimes d'engager une action en responsabilité devant les tribunaux compétents. La question étant alors, est-ce qu'on a une loi qui permettra de le faire, un fondement juridique qui permettra de le faire? Eh bien, pendant longtemps, nous, on ne l'a pas eu en France. C'est-à-dire que la seule responsabilité qu'on avait en cas d'objets spatiaux, c'était cette convention internationale, donc la responsabilité de la France qui était recherchée. Mais très rapidement, la France s'est rendue compte que ça la mettait dans une difficulté. La difficulté, elle a été liée à la commercialisation, la privatisation des activités spatiales et surtout l'internationalisation des bases de lancement. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu un opérateur spatial qui a demandé à la France, qui n'était pas français, qui a demandé à la France d'utiliser ses bases de lancement, notamment sa base de lancement en Guyane, la France, elle s'est dit « aïe, pourquoi pas? Le problème, c'est que si cet opérateur utilise ma base de lancement, s'il y a un dommage, c'est moi qui serai responsable. » Et ça, l'État français, se rendant compte des difficultés que causait cette internationalisation progressive due à la multiplication des activités spatiales et encore une fois à leur privatisation, a décidé d'adopter une loi spatiale qui vient donc compléter ce régime, et on verra qu'en fait les deux s'articulent. Cette loi spatiale, c'est la loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. Son champ d'application, c'est que, pour ce qui concerne son application,
c'est qu'elle va viser la responsabilité des opérateurs spatiaux. Donc, qu'est-ce que c'est un opérateur spatial? C'est la personne physique ou morale qui conduit sous sa responsabilité de façon indépendante une opération spatiale. Une opération spatiale, ça vise quoi? Ça vise toute l'activité qui va du moment où le lancement d'un objet spatial dans l'espace devient irréversible jusqu'au moment où cet objet spatial va être désorbité, va être perdu ou va être désintégré. Ce régime de responsabilité s'applique donc à ces opérateurs pour ces opérations-là et il vise principalement les tiers, c'est-à-dire toutes les personnes, à l'exclusion des participants à l'opération spatiale. Et il vise certains dommages spécifiques, les dommages corporels, les dommages matériels, les atteintes à la santé publique ou à l'environnement, et il exclut explicitement les dommages relatifs à la perte du signal des objets spatiaux, ce qui en gros signifie que si vous ne pouvez pas regarder votre programme préféré à la télé parce qu'il y a une panne satellite, vous ne serez pas couvert par ces fautes. Voilà, votre dommage ne sera pas pris en considération. Pour le régime de responsabilité qu'il pose, eh bien là, on retrouve véritablement les caractéristiques de tous les régimes de responsabilité pour risque assez classique, risque exceptionnel. L'opérateur spatial est responsable de manière exclusive. On a une application d'un principe de canalisation. Seule sa responsabilité peut être recherchée. Il est responsable, même sans faute, on reprend la distinction du régime international, il est responsable même sans faute pour les dommages causés au sol ou dans l'espace aérien. En revanche, il est responsable pour faute pour les dommages causés dans l'espace extra-atmosphérique. L'opérateur spatial peut se voir exonéré de cette responsabilité s'il arrive à apporter la preuve d'une faute de la victime ou, et là c'est un petit peu plus inédit, s'il a respecté les obligations qui sont imposées par l'autorisation administrative, c'est-à-dire l'autorisation de l'État qui lui a permis de procéder à ce lancement dans l'espace, et toutes les prescriptions qui sont contenues dans cette autorisation administrative. Cette exonération, le but, c'était de conférer une dimension incitative c'est une forme de dimension incitative dans le sens où on voulait s'assurer que toutes les prescriptions, toutes les règles de sécurité applicables au lancement des objets spatiaux seraient respectées par les opérateurs spatiaux. Et donc, c'est un petit peu une forme de récompense. Si tu respectes bien les prescriptions qui sont contenues dans l'autorisation administrative ou dans ta licence, dans ce cas-là, tu seras exonéré de responsabilité. Alors, en réalité, c'est que c'est l'État qui va se substituer en fait à l'opérateur spatial. Et dans ce cas-là, on retombera sur la responsabilité internationale qui découle de la Convention de 72. Ensuite, cette responsabilité, alors on la présente comme une cause d'exonération, mais c'est presque à se demander si ce n'est pas une forme de limitation temporelle à cette responsabilité. Cette responsabilité, elle cesse 1 an après après le moment où on aurait dû attendre de l'opérateur spatial qu'il ait respecté les prescriptions de l'autorisation administrative. C'est comme s'il y avait une échéance en fait, à la responsabilité de l'opérateur liée au moment où on attend de lui qu'il ait respecté ses prescriptions, qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait d'ailleurs. Et dans ce cas-là, s'il ne l'a pas fait, on sera dans un régime de sanction administrative qui est parallèle à ce régime de responsabilité. Et là, c'est plutôt guidé par des considérations assurantielles. Parce que qui dit risque exceptionnel dit, comme bien souvent, obligation d'assurance. Or, la crainte, comme toujours quand on fait face à des risques un peu inédits, c'est de ne pas avoir une couverture assurantielle suffisante ou alors suffisamment longue. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu cette échéance. C'était pour faciliter l'assurance du risque spatial. Et donc, l'opérateur spatial va être soumis à une obligation de garantie financière, mais qui n'est pas fixée par la loi, puisqu'en fait, elle va dépendre de l'opération spatiale. Ça va dépendre des risques présentés par l'opération spatiale et c'est en fait l'autorisation administrative qui fixe le montant de la garantie financière. Et cette garantie financière, elle a un autre intérêt, c'est qu'elle limite la responsabilité de l'exploitant, puisqu'une fois que cette garantie financière est épuisée, intervient, comme dans beaucoup de régimes, encore une fois avec des risques un peu exceptionnels, une garantie de l'État. Mais cette garantie de l'État, elle n'est pas inconditionnelle. L'État va pouvoir venir indemniser donc, la part restante pour les dommages qui ne seraient pas couverts, pour lesquels qui n'auraient pas été réparés parce que la garantie financière aurait été insuffisante.
mais à condition, d'une part, que l'opérateur spatial ait été condamné à indemniser les victimes, alors peu importe par quel tribunal d'ailleurs, ça, la loi ne le précise pas, ce qui laisse à penser qu'une condamnation par un tribunal étranger est tout à fait valable, à condition que l'opérateur spatial n'ait pas commis de faute intentionnelle, à condition que l'opération spatiale ait donné lieu à une autorisation de l'État français, et à condition que l'opération ait été conduite soit depuis le territoire français ou celui d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Alors pour les petits oublis, l'espace économique européen, c'est l'Union européenne plus la Norvège, Liechtenstein et l'Islande, ou alors à partir de moyens ou d'installations placés sous la juridiction de la France, d'un État membre de l'Union européenne ou, encore une fois, de l'espace économique européen. Je ne vais pas vous le redécrire. Et là, eh bien, on pourrait se dire, OK, il est bien ce régime, cette loi, elle est bien, mais du coup, mis à part le cas où l'État va se substituer à l'exploitant, eh bien, en fait, à quoi sert le régime international ou même à quoi sert cette loi si on a la possibilité de choix? Est-ce que ce ne serait pas peut-être plus avantageux d'aller chercher la responsabilité de l'État, puisque l'État, on sait qu'il a payé, enfin, il a peut-être plus de sous que l'opérateur spatial, ou est-ce qu'il faut mieux pas aller chercher la responsabilité de l'opérateur spatial? Comment s'organise finalement l'articulation entre ces deux responsabilités qui sont parallèles? Eh bien, c'est là où la loi, en fait, elle opère une juste distribution du risque, à mon sens, une juste distribution du risque en faisant peser la responsabilité finalement sur le créateur direct du risque, puisqu'en fait, la particularité de cette loi, c'est qu'elle autorise l'État dont la responsabilité aurait été recherchée au titre du régime international à se retourner contre l'opérateur spatial par la voie d'une action récursoire. Et donc, jusque dans la limite de la garantie financière de l'opérateur spatial, eh bien, et sauf cas exceptionnel, style acte de terrorisme, eh bien, l'État pourra récupérer ce qu'il aura indemnisé à des victimes sur le fondement de la Convention de 72 auprès de l'opérateur spatial. Il ne pourra pas le faire simplement si le dommage est lié à une atteinte portée aux intérêts de l'État, ce qui signifie en fait acte de terrorisme, ou si l'opérateur spatial a épuisé sa garantie financière, auquel cas il n'y a pas forcément d'intérêt à faire cette action récursoire, puisque de toute façon la responsabilité de l'opérateur spatial ne serait plus recherchée, on serait en principe d'ores et déjà dans le système de garantie de l'État. Alors maintenant, vous en avez, voilà, vous savez quel est le régime de responsabilité en cas de dommages causés par les objets spatiaux. Contrairement aux autres cas de la journée, je n'ai pas de jurisprudence à vous proposer. Je pense que c'est plutôt un point positif. Mais un cas d'application du régime international, c'était en 1978. Le satellite espion russe Cosmos 954 s'écrase sur le territoire du Canada. Et le Canada a donc, au titre de cette convention, engagé la responsabilité de ce qui était alors l'URSS. Et puis, donc, par la voie diplomatique, comme le prévoit cette convention, ce qui a abouti à la conclusion d'un accord d'indemnisation en 1981 entre les deux États, et ce qui a abouti à une indemnisation à hauteur de 3 millions de dollars canadiens, donc payés par l'URSS envers le Canada, une somme assez élevée, sachant qu'il n'y avait pas eu de victimes, mais cette somme est justifiée par le fait qu'il y avait des matières radioactives sur ce satellite espion qui se sont donc disséminées sur le territoire canadien, ce qui a impliqué une opération de décontamination assez importante, et ce qui justifiait donc les 3 millions de dollars canadiens qui sont déjà bien en dessous de ce qu'avait demandé initialement le Canada, puisqu'on était plutôt en termes de milliards dans sa demande. Voilà, je vous remercie.